Bonjour à vous tous, j'espère que vous êtes toujours au top. Allez, on continue ces leçons de génétique. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la complexification des génomes. En quoi ça consiste? Eh bien, nous allons voir dans un premier temps que pour complexifier un génome, il suffit de lui transférer des gènes provenant d'un autre individu ou d'une autre espèce. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Que savons-nous de la transmission du matériel génétique? Eh bien, traditionnellement, que ça se passe entre la mère et le père, et que lors de l'union de l'ovule et du spermatozoïde, il y a un transfert de matériel génétique du père à l'enfant, de la mère à l'enfant. On parle de transfert vertical. Il existe un transfert de type horizontal, c'est-à-dire comme ça. Ça veut dire quoi? Si on prend un arbre généalogique, si on se met dans ce sens-là, on est sur des individus de même génération. Ce qui veut dire qu'un transfert horizontal, c'est un transfert en dehors de toute filiation. Ce transfert peut être dit intraspécifique quand il a lieu entre deux individus de la même espèce, mais il peut également être interspécifique quand il a lieu entre deux individus d'espèces différentes. Ces transferts de matériel modifient le génome des individus ou de l'espèce receveuse, et si cette modification confère un avantage sélectif, elle sera conservée. Le génome aura ainsi été complexifié. Les transferts horizontaux ont été décrits pour la première fois chez des bactéries en 1928 par Frederick Griffith, qui travaillait sur des souches de pneumocoques. Griffith travaillait donc sur des souches de Streptococcus pneumoniae, donc des souches de streptocoques qui déclenchent des pneumonies. Ces bactéries sont de forme ronde, on les appelle donc des coques, alors que les bactéries allongées sont appelées des bacilles. Griffith travailla sur deux souches de bactéries. La souche R pour Roth, qui donne des colonies d'aspect rugueux, et des souches S pour Smooth, qui donne des colonies d'aspect lisse. La différence d'aspect des colonies de la souche S provient de la capsule de polysaccharides que les bactéries synthétisent autour d'elles. Sur cette photomicrographie de couple de bactéries, elles sont par deux, vous voyez qu'il y a un gonflement qui apparaît suite à un test de Neufeldt-Kellogg. Dans ce test, il convient d'introduire dans le milieu de culture des anticorps dirigés contre les bactéries, puis de verser un colorant. Les bactéries, ici, semblent repousser le colorant. Cela révèle l'encombrement de la capsule par un amas d'anticorps spécifiques rendant l'accès du colorant à la bactérie impossible. Nous avons donc ici des individus avec capsule et ici des individus sans capsule. Griffith avait remarqué que la souche S était mortelle, alors que la souche R ne l'était pas. La question était de savoir pour la souche S si c'était la capsule qui était létale pour la souris ou alors la bactérie en elle-même. L'injection de bactéries S tuées par la chaleur ne provoqua pas la mort des souris. Il en conclut que la capsule n'était pas responsable de la maladie, mais que la bactérie de souche S possédait un caractère infectieux que la bactérie de souche R ne possédait pas. Donc pour vérifier son hypothèse, que c'était la bactérie qui était létale et non la capsule, il décida d'injecter une souche rugueuse vivante et une souche lisse morte. Il constata que les souris mouraient. Il en conclut que les bactéries R, au contact des restes de bactéries tuées, avaient acquis le caractère pathogène qu'elles ne possédaient pas précédemment. Elles avaient donc récupéré un facteur de pathogénicité à partir des souches S mortes. Il a appelé ce phénomène la transformation bactérienne. Eh bien oui, puisqu'en récupérant ce facteur de pathogénicité, la souche R devenait virulente. Nous sommes en 1936. Il reste maintenant à découvrir la nature de ce facteur de pathogénicité. À l'époque, la communauté scientifique avait admis que les protéines étaient porteuses d'informations et que donc le facteur de pathogénicité était de nature protéique. En 1940, trois chercheurs, Avery, MacLeod qui était canadien et McCarthy qui était américain, ont prouvé que ce facteur n'était pas de nature protéique, mais plutôt de nature nucléique et que c'était de l'ADN. Ils reprirent la dernière expérience de Griffith, mais avec une légère variante. Ils ont testé deux enzymes, une protéase et une DNase. Quel était l'intérêt d'introduire ces enzymes? Le but était de trouver la nature du matériel transféré. En effet, si dans l'expérience on introduit une protéase, deux résultats sont possibles. S'il y a transformation, cela signifie que le matériel qui a été transféré n'est pas une protéine, sinon il aurait été détruit par la protéase. S'il n'y a pas de transformation, cela signifie que le matériel transféré est une protéine. On va tenir le même raisonnement pour l'introduction d'une enzyme qui s'attaque à de l'ADN. Revenons maintenant à l'expérience et voyons les résultats. Bon, souche R
non virulente, souche S virulente. Ça, on le savait. Souche S chauffée-broyée avec de la protéase et souche R vivante. Que se passe-t-il? Ah ah, souris morte. Et en plus, on trouve dans le sang de celle-ci des souches S vivantes. Le matériel réalisant la transformation de la souche R en souche S a pu être fonctionnel, donc ce n'est pas un matériel de nature protéique. Voyons le résultat pour la dernière expérience. Souche S chauffée-broyée plus souche R vivante plus DNA ASE. Et là, nous avons une souris vivante. À ce moment-là ici, on a la preuve que le facteur transformant est de nature nucléique. Pour la première fois, il avait été prouvé que la molécule d'ADN était capable de véhiculer une information. Les bactéries peuvent donc être modifiées par un ADN libre. On parle de transformation. Donc Avery, MacLeod et McCarthy ont prouvé que l'ADN portait une information et que cet ADN était capable de transformer une bactérie. La question était, les bactéries peuvent-elles se transformer entre elles? N'y a-t-il transformation qu'uniquement en cas d'ADN libre présent dans le milieu? Est-il possible qu'une bactérie passe de l'ADN à une voisine? Et ça, c'est Joshua Lederberg dans son laboratoire qui a montré, en travaillant sur des souches d'Escherichia coli, que celles-ci étaient effectivement capables de s'échanger du matériel de nature nucléique. Joshua Lederberg travaillait donc sur 2 souches d'Escherichia coli. La souche A était déficiente pour la synthèse de 3 acides aminés, la biotine, la phénylalanine et la cystéine. Cela signifiait que si on les transférait sur un milieu minimum sans leur donner ces acides aminés, elles n'étaient pas capables de les synthétiser et donc cela allait leur faire défaut et elles n'auraient pas pu survivre. La souche B était déficiente pour la synthèse de 3 autres acides aminés, ce qui signifiait qu'également, si on la transférait sur un milieu minimum, elle ne pouvait pas survivre. Il s'est demandé si la souche B pouvait récupérer du matériel porteur d'informations depuis la souche A pour lui permettre de synthétiser justement ces 3 acides aminés pour lesquels elle était déficiente au niveau de la synthèse. De la même manière, il s'est demandé si la souche A pouvait récupérer chez la souche B du matériel porteur d'informations lui permettant de synthétiser ces 3 acides aminés. Pour vérifier qu'il pouvait y avoir un transfert entre les 2 souches, il a donc réalisé un mélange des 2 souches. Comme dans toute expérience, il faut des témoins et un test. Les témoins correspondent à la culture des souches A et B sur milieu minimum. Cela permet effectivement de prouver que les souches sont déficientes et ne peuvent pas survivre. Le résultat de la culture test était éloquent. Joshua Lederberg trouva dans son milieu de culture des colonies de type A et B. Pourtant, le milieu de culture était le même, un milieu minimum sans acides aminés. Elles n'auraient pas donc dû se développer. Et si elles ont pu se développer, c'est parce que la souche A pu synthétiser ces 3 acides aminés. Cela signifie qu'elle a donc récupéré l'information lui permettant de les synthétiser à partir de la souche B. Et vice-versa, si la souche B a pu se développer sur ce milieu minimum, c'est parce qu'elle a récupéré chez la souche A l'information lui permettant de synthétiser ces 3 acides aminés. Joshua Lederberg venait de prouver que les bactéries étaient capables de s'échanger du matériel génétique et il a nommé ce phénomène la conjugaison bactérienne. On sait aujourd'hui que les bactéries peuvent s'échanger de courts fragments d'ADN circulaires appelés plasmides qui ont été découverts par Esther Lederberg, l'épouse de Joshua Lederberg. Ces morceaux d'ADN présents dans les cellules bactériennes se répliquent de manière autonome et surtout séparément de l'ADN bactérien. Une bactérie donneuse va émettre ce qu'on appelle un pilus, c'est-à-dire une sorte de tube protéique creux qui se connectera à une bactérie receveuse. Un pont cytoplasmique va s'effectuer entre les 2 bactéries et le plasmide de la bactérie donneuse va subir une réplication. Le transfert de la copie vers la bactérie receveuse se fera dans la foulée. Comme le plasmide transféré possède un gène capable de produire les pilus sexuels, la bactérie receveuse devient à son tour capable de produire un pilus sexuel et elle devient donc donneuse, elle est donc douée de conjugaison. Joshua Lederberg ne s'est pas arrêté à cette découverte capitale, il s'est posé la question s'il pouvait y avoir un autre vecteur capable de transporter du matériel génétique d'une cellule à une autre. En 1952, avec Norton Zinder, il tente d'obtenir des bactéries recombinantes par conjugaison entre 2 souches de Salmonella typhimurium. La souche LA22 était déficiente pour la production d'acides aminés histidine, mais compétente pour la production de tryptophane. La souche LA2 était compétente pour la synthèse des 2 acides aminés. Il réalisa plusieurs types de cultures, soit sur boîte de pétri, soit dans des tubes en U,
et constata que de toute façon, dans les deux cas, il obtenait des individus recombinés, c'est-à-dire des individus de type IS+, TRP+. Mais voilà, il constata dans l'un de ces tubes de culture dans lequel il avait installé un filtre empêchant les bactéries de passer d'un côté du tube à l'autre, que du côté du tube contenant la souche LA22 déficiente pour la production d'histidine, des recombinants étaient apparus. Or, comment cela était-il possible vu que le filtre empêchait tout contact entre les bactéries et empêchait donc la conjugaison bactérienne? Le seul élément qui circulait d'un côté à l'autre du tube, c'était le liquide de culture. Il devait donc y avoir dans ce liquide un vecteur qui transportait du matériel génétique. Il a donc cherché à l'identifier. Son épouse, Esther Lederberg, avait identifié quelque temps auparavant un petit virus capable de s'attaquer aux bactéries, c'est-à-dire un bactériophage. Et ce petit virus, qu'elle a appelé le phage lambda, avait une particularité dans son cycle de reproduction. Je vous rappelle qu'un virus est incapable de se reproduire seul. Il est obligé d'injecter son matériel génétique à l'intérieur d'une cellule et de détourner la machinerie cellulaire de celle-ci afin de s'y multiplier. En étudiant ce petit phage lambda, elle a découvert que les bactériophages présentaient deux types de cycles, un cycle lytique et un cycle lysogène. Le cycle lytique, comme son nom l'indique, va provoquer la lyse, c'est-à-dire la destruction de la cellule dans laquelle le virus s'est multiplié. Le cycle lysogène est un cycle particulier car au cours du cycle d'infection de ce virus, il y a une pause dans la fabrication du matériel génétique et protéique du virus. En effet, quand le virus infecte la cellule, il va y avoir une intégration de son matériel génétique à l'intérieur de l'ADN de la cellule. La cellule va vivre, subir des mitoses et va donc reproduire ce matériel génétique d'origine virale. Il va donc y avoir, lors des épisodes de mitose, transmission de ce matériel génétique aux cellules filles. Cette transmission peut se faire sur plusieurs générations. Et un jour, il va y avoir excision, c'est-à-dire sortie du matériel génétique du virus de l'ADN de la cellule, et celui-ci va s'exprimer. Il va donc y avoir destruction du matériel génétique de la cellule infectée, expression du matériel génétique du phage et donc production de nouveaux virus, puis lyse de la cellule. Le virus se présente donc sous deux formes, la forme du phage qui est active et qui va infecter des cellules et la forme du prophage qui correspond uniquement à une portion de matériel génétique inclus dans l'ADN des cellules infectées. Ainsi, le passage de l'information génétique d'un côté du tube à un autre dans l'expérience de Zinder et Lederberg ne pouvait être dû qu'à un phage, transportant alors du matériel génétique d'un côté du tube à un autre. C'est le phénomène de transduction. Le prophage va être excisé de l'ADN bactérien, il va rentrer dans la capside, mais il arrive parfois que de l'ADN bactérien est emporté par erreur à l'intérieur du phage. Celui-ci, en allant infecter une autre bactérie, va donc transférer de l'ADN bactérien de la première bactérie à la bactérie numéro 2. Ainsi, nous venons de voir que le génome des bactéries pouvait être complexifié par un mécanisme de transformation, de conjugaison ou encore de transduction. Voici un exemple de complexification du génome entre deux espèces bactériennes. Connaissez-vous ce plat traditionnel japonais que l'on appelle des maki? Ces petites boulettes de riz fourrées soit de légumes soit de poissons crus sont maintenues grâce à une feuille d'algue séchée. Cette algue du genre Porphyra est une algue rouge que les Japonais cultivent depuis plusieurs générations. C'est l'espèce Porphyra iezawensis qui est particulièrement appréciée des Japonais. Ils la cultivent et la font sécher, comme pour le papier, pour obtenir des feuilles d'algues qu'ils vont pouvoir enrouler. Cette algue est une algue rouge car elle possède des pigments qui vont masquer la chlorophylle. En séchant, ces pigments disparaissent, il ne reste que la chlorophylle. Voilà pourquoi les feuilles d'algues séchées que l'on appelle des nori sont de couleur verte. Des études ont montré que les Japonais, contrairement aux Occidentaux, parvenaient à mieux digérer ces aliments. Or, ces algues contiennent dans leurs parois des polysaccharides complexes, des agars, des carragénanes, des porphyranes, qui ne peuvent être dégradés que par des enzymes spécifiques, des agarases, des carragénases, des porphyranases, qui n'existent pas chez l'homme, mais courantes chez les bactéries du genre Zobelia galactanivorans, bactéries marines vivant sur ces algues dans le milieu naturel. Comment expliquer la facilité de digestion des sushis par les Japonais? Un lien a été fait entre les bactéries de la flore intestinale japonaise,
du genre Bacteroides plebeius avec le fait que les Japonais aient pu ingérer accidentellement des bactéries vivantes de type Zobelia galactanivorans quand ils ingèrent des sushis. En temps normal, cette bactérie n'est pas compétente pour digérer les polysaccharides. Elle l'est devenue dans cette population japonaise. On peut donc supposer que lors de la consommation des sushis, il y a eu transformation bactérienne de l'espèce Bacteroides plebeius qui a récupéré les gènes permettant la production d'enzymes à l'origine de la digestion des polysaccharides. Encore faut-il vérifier ceci et donc réaliser une analyse de génome. Pour vérifier cette hypothèse, 2 équipes de chercheurs ont comparé les données génomiques de la flore intestinale de 5 individus japonais et de 18 individus nord-américains. Ils ont cherché en particulier les gènes codant pour la porphyranase et pour l'agarase. Chez l'individu numéro 1, nous avons trouvé 3 séquences capables de synthétiser une porphyranase et qui présentent respectivement 83, 84 et 93% d'identité avec le gène responsable de la synthèse de porphyranase chez la bactérie marine Zobelia galactanivorans. Les sushis étant consommés crus, il est donc tout à fait envisageable que les bactéries marines aient été ingérées. Cependant, comme aucune bactérie marine n'a été retrouvée vivante dans la flore intestinale, le transfert par conjugaison n'est pas envisageable et la seule transformation reste possible. Il est cependant peu probable qu'un seul transfert de matériel génétique soit à l'origine de la modification du microbiote de toute une région du monde. On peut donc supposer que ce transfert soit régulier en raison de la consommation régulière de sushis. Intéressons-nous maintenant à un exemple de complexification du génome dû à un virus. Vous le savez, la comparaison de séquences moléculaires homologues de plusieurs espèces permet de construire un arbre phylogénétique précisant les liens de parenté entre celles-ci. Quand des espèces situées sur des branches éloignées présentent un caractère commun, on ne peut pas dire qu'il y a eu d'héritage commun, car sinon, on retrouverait ce caractère chez des espèces cousines ou voisines. Il est donc tout à fait probable qu'il y ait eu un transfert de gènes entre individus via un vecteur ici viral. Sur le document suivant, le gène A1 et le gène A2 sont orthologues car ils résultent d'un événement de spéciation. Cependant, l'apparition récente du gène A2 chez l'espèce 1 indique qu'il y a eu transfert de gènes depuis l'espèce 2. Ce gène A2 chez l'espèce 1 est qualifié d'exemplaire xénologue. On peut citer l'exemple du gène responsable de la synthèse des lectines, des protéines se fixant de manière spécifique et réversible sur les glucides. Ces protéines sont également capables de se fixer sur les cristaux de glace en formation et jouent ainsi un rôle naturel d'antigel dans le cytoplasme des cellules. Ces protéines lectines, on les trouve dans des lignées de poissons vivant dans des biotopes aux conditions physico-chimiques proches mais géographiquement éloignées, comme le hareng de l'Atlantique, le corbeau des mers ou les éperlans japonais et arc-en-ciel. De plus, ces poissons appartiennent à des lignées très éloignées les unes des autres. Ainsi, la seule explication possible est l'existence d'un vecteur viral qui aurait transporté le matériel génétique responsable de la synthèse des lectines d'une espèce à une autre. Comment savoir dans quel sens s'est effectué le transfert ? Eh bien, tout simplement en étudiant l'arbre d'évolution de ces poissons. On peut supposer que ce sera l'espèce la plus ancienne qui ait acquis cette protéine suite à une mutation et que le gène ait été transféré aux autres espèces génétiquement éloignées par le biais d'un virus. Intéressons-nous maintenant aux applications biotechnologiques des transferts horizontaux de gènes. Il existe 2 techniques principales. La transgénèse qui consiste à produire des organismes génétiquement modifiés et la thérapie génique qui consiste à réparer localement un génome défaillant. L'expérience de transgénèse la plus connue est celle qui consiste à récupérer et à transférer le gène GFP dans une cellule œuf de souris. Ce transfert de gène de méduse est donc à l'origine de la naissance d'un souriceau génétiquement modifié. Alors vous allez me dire, quelle est la particularité de ce gène ? Eh bien, ce gène est responsable de la synthèse d'une protéine impliquée dans le phénomène de bioluminescence. Regardez donc ces souris sous lumière ultraviolette. Elles sont magnifiques, n'est-ce pas ? Dignes d'un film d'horreur. La transgénèse est donc le fait d'intégrer un ou plusieurs gènes dans le génome d'un organisme vivant. Dans certains cas, l'insertion du transgène se fait par l'intermédiaire d'un vecteur. Les vecteurs les plus connus sont les plasmides, ces petits ADN circulaires dont on a déjà parlé chez les bactéries. Ils sont très utiles car on peut facilement les modifier et on va pouvoir facilement identifier les cellules ayant récupéré l'information portée par ceux-ci. En effet, certains plasmides sont composés de séquences de réplication, mais également de marqueurs de sélection, qui ne sont autres que des gènes de résistance à des antibiotiques, ou encore à des herbicides, ou encore à des pesticides. Aujourd'hui, les applications de la transgénèse sont essentiellement médicales.
On peut citer l'exemple de la production d'insuline dans le cadre du traitement du diabète de type 1 insulinodépendant. Les personnes atteintes de ce diabète présentent une déficience en cette hormone polypeptidique hypoglycémiante. Dans une situation normale, l'insuline est produite par les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas. L'insuline va favoriser le passage du glucose du sang vers les cellules du foie, les cellules musculaires ou les cellules adipeuses. Les personnes présentant un diabète de type 1 présentent une destruction des cellules bêta du pancréas assurant la production de l'insuline. Sans cette insuline, le taux de sucre dans le sang, la glycémie, devient supérieur à la valeur dite consigne, qui est de 1 g par litre. Historiquement, pour traiter ce diabète de type 2, il fallait récupérer de l'insuline à partir des pancréas de porc ou de bœuf. Mais la demande mondiale de plus en plus importante d'insuline et le risque sanitaire associé à l'utilisation de produits d'origine animale ont conduit les médecins à mettre en place des techniques de production par génie génétique. Des bactéries ont été transformées pour produire de l'insuline. Il suffit donc d'élever ces bactéries dans des milieux de culture et de récupérer l'insuline qu'elles produisent. Pour cela, les chercheurs ont modifié un plasmide en y introduisant le gène codant pour le précurseur de l'insuline, la proinsuline. Ce plasmide possède 2 gènes de résistance à 2 antibiotiques. Le gène A confère à la bactérie qui le possède une résistance à l'ampicilline, alors que le gène T confère à la bactérie qui le possède une résistance à la tétracycline. Pour introduire un gène dans un plasmide et donc dans une molécule d'ADN, il faut utiliser une enzyme dite enzyme de restriction. Cette dernière est capable de couper l'ADN au niveau d'une séquence de nucléotides caractéristiques appelée site de restriction. L'enzyme choisie ici est l'enzyme de type BAMH1 dont le site de restriction se situe au sein du gène T. Ainsi, il sera aisé d'identifier les plasmides recombinés car leur gène T de résistance à la tétracycline sera inactif car discontinu. Pour produire des plasmides recombinés, rien de plus facile. Il vous faut tout d'abord des plasmides originaux. Il vous faut ensuite des enzymes de restriction. Il nous faut donc bien sûr ajouter des exemplaires du gène d'intérêt et de quoi le fixer dans l'ADN, c'est-à-dire une enzyme de type ligase. Voici donc en image ce qu'il va se passer dans le tube. Nous avons au sein du gène T le site de restriction pour BAMH1. Il va y avoir coupure par l'enzyme de restriction. Les gènes de proinsuline vont pouvoir s'intégrer au plasmide. La jonction du gène et du plasmide va s'effectuer grâce à la ligase. Et donc, dans notre tube, nous pouvons avoir aussi bien des plasmides non recombinants, puisque aucune enzyme n'aura fonctionné dessus, des plasmides recombinants, c'est-à-dire possédant le gène de proinsuline, mais on va pouvoir également observer des gènes de proinsuline circularisés. On va donc ensuite introduire dans notre tube les bactéries à recombiner. Elles vont entrer en contact avec les plasmides et seules les bactéries ayant récupéré le plasmide recombiné vont nous intéresser. Il va donc falloir les sélectionner par rapport aux bactéries qui auront intégré le plasmide normal ou des bactéries qui n'auront rien intégré. Et pour ce faire, vous avez donc compris que nous allons réaliser des cultures sur des milieux contenant les antibiotiques. Les bactéries ayant récupéré le plasmide recombiné auront récupéré un plasmide dont le gène T a été coupé et ces bactéries ne seront donc résistantes qu'à l'ampicilline. Ainsi, dans un premier temps, nous allons réaliser une culture sur un milieu enrichi en ampicilline. Comme au départ nous avons utilisé des bactéries Escherichia coli sensibles aux antibiotiques, les bactéries ayant intégré les plasmides fabriqués, que ce soit celui-ci ou celui-ci, seront forcément résistantes à l'ampicilline. Ainsi, ne pourront se développer sur ce milieu que les bactéries qui ont reçu le plasmide. Les bactéries sensibles vont être éliminées. Pour isoler parmi ces colonies bactériennes les bactéries ayant reçu le plasmide recombiné, il va falloir réaliser une culture sur un milieu contenant de la tétracycline. Cependant, afin d'identifier les colonies ayant récupéré le plasmide recombiné, il convient de réaliser une réplique par empreinte, c'est-à-dire qu'on va positionner un coton sur la culture numéro 1. Ce coton aura récupéré des individus et on va réaliser une impression sur le deuxième milieu de culture. Ainsi, nous aurons positionné exactement au même endroit des individus provenant des colonies repérées ici. Et ainsi, nous pourrons affirmer qu'aux emplacements vides se trouvaient à l'origine des bactéries qui étaient sensibles à la tétracycline et qui avaient donc intégré le plasmide recombinant. Il nous suffit donc ensuite de récupérer sur ce milieu de culture les colonies qui nous intéressent et de les cultiver sur un autre milieu. Il nous faut maintenant récupérer l'insuline.
nous possédons des bactéries recombinées qui ont produit de la proinsuline qui se trouve dans leur cytoplasme. Il va donc falloir lyser ces bactéries pour que la proinsuline soit libérée et qu'on puisse la retrouver dans un milieu de culture. Seulement voilà, nous ne voulons pas de la proinsuline, nous voulons de l'insuline. Il va donc falloir la transformer et cela va se faire grâce à l'action de différentes enzymes. La proinsuline est constituée de 86 acides aminés. Suite à l'action d'enzymes, nous allons retrouver dans le milieu des molécules d'insuline constituées de 51 acides aminés, des molécules d'un peptide C constituées de 31 acides aminés et de 4 acides aminés que l'on va trouver libres. Il va donc maintenant nous falloir isoler l'insuline et cela va s'effectuer par chromatographie sur gel filtration. Le principe est simple. Dans une colonne de filtration, nous allons introduire des billes qui sont parcourues par des canaux de taille très précise. Les fabricants sont capables de fabriquer des billes avec des canaux de taille différentes. Pourquoi des tailles différentes? On a vu 51 acides aminés, 31 ou acides aminés libres. Par exemple ici, les petites molécules vont circuler dans les billes et leur circulation va donc être ralentie, contrairement à celles-ci qui sont beaucoup plus grosses. Nous allons donc procéder à des filtrations sur plusieurs colonnes, possédant chacune des billes dont les ouvertures ont des diamètres différents, ce qui va nous permettre d'isoler les molécules d'intérêt. Voici comment aujourd'hui nous produisons et isolons de l'insuline à destination des diabétiques insulinodépendants. Intéressons-nous maintenant à la thérapie génique. La thérapie génique ou génothérapie est une stratégie thérapeutique qui consiste à faire pénétrer des gènes dans les cellules ou les tissus d'un individu pour traiter une maladie. La thérapie génique vise donc à remplacer ou complémenter un allèle mutant défectueux par un allèle fonctionnel ou surexprimer une protéine dont l'activité aurait un impact thérapeutique. Pour cela, on utilise des vecteurs, soit des virus à ADN, soit des rétrovirus à ARN. Ces virus auront été préalablement modifiés pour devenir des vecteurs de thérapie génique. Aujourd'hui, ce sont principalement des rétrovirus qui sont utilisés. Une fois intégré, le génome du rétrovirus sous sa forme ADN est stable et transmis de manière mendélienne comme n'importe quel gène de la cellule. Actuellement, de nombreux essais cliniques sont réalisés dans le monde et l'accent est particulièrement mis sur les cancers, les maladies cardiovasculaires et les maladies monogéniques comme la mucoviscidose.